Bonjour, je m'appelle David Macias Barès, je suis maître des conférences à l'Université de Lyon, Jean Moulin. Je suis un hispaniste spécialisé en linguistique appliquée. Le titre de ma thèse est Fait des langues, problèmes d'acquisition et intervention pédagogique, le cas de temps verbaux, du choix modal et de l'opposition célestale. J'ai soutenu ma thèse en 2013 euh, sous la co-direction de M. Bernard Darbord et de Mme Merced Pujol à Paris-Nanterre. Votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours qu'on peut qualifier de traditionnel pour un hispaniste? J'entends par là une licence, un master, et puis la thèse dans la foulée, ou d'un parcours différent et plus singulier? Disons que pour moi, c'était un parcours plutôt traditionnel, mais peut-être pas très orthodoxe. J'ai commencé en Équateur. Quand j'étais en Équateur, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait aussi des études de médecine. Mais je me suis rendu compte que j'étais très attiré par les langues, l'enseignement, la linguistique. Donc, j'ai décidé de partir en France pour me former. J'ai fait une licence LLCR espagnole avec une mention en linguistique française. Ensuite, j'ai fait un master en sciences du langage avec une mention en linguistique appliquée. Et après, un doctorat en linguistique hispanique. Au début, j'ai un peu, si vous voulez, essayé des choses différentes, mais je me suis rendu compte que ma passion, c'était les langues, l'enseignement. Et je me suis donné le moyen de venir en France pour me former, quoi. Et une fois que j'avais trouvé mon chemin, j'ai tout fait d'affilée. Quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse? L'élément déclencheur, je dirais, c'était mon propre vécu dans l'apprenant de français comme langue étrangère, mais aussi ce que je voyais chez mes étudiants, enfin, les problèmes que mes étudiants pouvaient avoir par rapport à leur apprentissage, cette fois-ci de l'espagnol. Pour la petite histoire, quand moi j'étais étudiant de version et version classique, je faisais des petites fautes, hein, des petites fautes par rapport à l'emploi des temps verbaux comme le passé simple, le passé composé. Quand je posais la question pourquoi c'était considéré une faute, enfin, parce que le texte était grammaticalement bien, du moins c'est ce qu'on me disait. Mais on me disait que c'était un emploi bizarre, passé simple par exemple. Et quand je posais la question pourquoi, on me répondait tout simplement c'est comme ça. Ce qui était frustrant pour moi parce que j'avais envie d'apprendre. Je suis venu en France pour parfaire mon français. Donc, c'est en rédigeant la thèse que j'ai peut-être trouvé une explication. Disons que ce que j'ai trouvé, c'est que l'emploi du passé simple est plus contraignant que le passé composé. C'est-à-dire que le passé composé permet un ordre narratif et explicatif. On peut très bien dire euh, Jean poussa Pierre, pardon, Jean a poussé Pierre, Pierre est tombé. Donc, c'est un ordre narratif, chronologique. On peut avoir aussi un ordre explicatif. Pierre est tombé, Jean l'a poussé. Normalement, ça ne pose aucun problème. Avec le passé simple, ce n'est pas le cas. Le passé simple permet seulement un ordre narratif. Jean poussa Pierre, Pierre tomba, mais pas un ordre explicatif. Pierre tomba, Jean le poussa, c'est pas possible apparemment. C'est pas natif, mais bon, d'après ce que j'ai étudié, c'est ça. Donc, un passé simple beaucoup plus contraignant en français que le passé composé. Donc, ça, c'était mon expérience à moi. Après, quand je suis devenu enseignant moi-même en LSER espagnol, mes étudiants, quand ils essayaient de parler en espagnol, ils me posaient des questions, notamment en revenant de vacances, comme ¿Qué tal estaban las vacaciones?
où las vacaciones estaban bien, parce que c'est la traduction de alors c'était bien les vacances. Donc, pour moi, cet emploi de l'imparfait en espagnol, c'était bizarre. Hein. Aussi, comme je disais tout à l'heure par rapport à ce que me disaient mes enseignants concernant l'emploi du passé simple. Et, euh, et donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse à ça. Donc, je me suis intéressé d'abord au temps du passé, à cette asymétrie qu'il y a entre les temps du passé en espagnol et en français. C'était ça l'élément déclencheur. Pourriez-vous nous dire justement en quelques phrases ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse? Autrement dit, quelle serait la thèse de votre thèse? Alors, moi, ce que je voulais, c'était proposer une théorisation qui permette aux étudiants de mieux saisir les nuances de l'opposition ser-estar, de l'emploi des temps verbaux et du choix modal, indicatif versus subjonctif. Donc, pour cela, j'ai rédigé donc, une thèse en deux parties. La première partie était beaucoup plus théorique. Donc, j'ai fait un état de la question. J'ai essayé de proposer des, euh, des facteurs qui sont des fois un peu négligés quand on enseigne l'espagnol. Par exemple, souvent pour l'opposition ser-estar, on dit qu'avec ser, c'est définitif et star, c'est temporel, plutôt temporaire. Et, et j'avais des étudiants qui me disaient tout simplement mais pourquoi on dit estar muerto alors que c'est définitif? Donc, je me suis intéressé à proposer une théorie qui permette aux étudiants de mieux saisir l'emploi des ser et estar et qui explique aussi, par exemple, ce décalage qu'il peut y avoir entre l'emploi de l'imparfait en espagnol et en français. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie était plus empirique. J'ai travaillé avec des étudiants à partir de la production de mes étudiants. J'ai créé un corpus. À partir de ce corpus, j'ai identifié les erreurs les plus récurrentes pour identifier dans quel contexte ces erreurs apparaissaient. Par la suite, donc, il était question de proposer la théorisation de la première partie de la thèse à d'autres étudiants pour voir si cette théorisation que je leur avais présentée leur permettait de mieux utiliser ces restars, les temps verbaux, et de faire le choix modal, indicatif, subjonctif. Et justement, donc, vous avez, à partir de cette thèse, nourri vos cours de ces travaux et des conclusions auxquelles vous êtes parvenus? Oui, enfin, moi, souvent, je consulte la thèse justement pour préparer mes cours. Là, en l'occurrence, en septembre, on reprend et j'ai plongé dans les pages de la thèse pour retirer des exemples, des contre-exemples, pour pouvoir, oui, enrichir mes cours et leur présenter des exemples concrets, parce que il s'agit de ça aussi, de présenter des choses concrètes. Parce que si on donne, des fois, si on donne trop d'informations aux étudiants, notamment en grammaire, on risque de les perdre. Donc, moi, ce que j'essaye, c'est de cibler, d'aller presque pas à pas, présenter des notions et des nuances petit à petit pour qu'ils puissent mieux saisir et intégrer progressivement ces notions. Quel a été le rôle de vos directeurs de thèse? Je dis au pluriel, puisque vous En travailliez dans le co-direction. cadre d'une codirection, et quelqu'un d'autre
a-t-il pu jouer un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de votre thèse? Alors, d'abord, je tiens à dire que M. Darbord et Madame Poujol ont été d'une grande aide. Ils ont toujours été disponibles, ils m'ont toujours aidé avec… dès que j'avais des doutes, ils étaient là pour me guider. Après, en dehors des directeurs de thèse, il y avait deux personnes, deux anciennes enseignantes à moi, donc Alexandra Odo et Emmanuel Sinardé. Alexandra m'a un peu éveillé mon intérêt de la grammaire espagnole, et notamment des variantes diatopiques. Nous avons travaillé étroitement pour la préparation de certains cours, notamment les cours de grammaire, de thème et de linguistique. Voilà. Après, avec Emmanuel, on a travaillé, donc on a préparé des sujets pour le Centre d'études équatoriennes. Il faut dire que moi, mon profil était plutôt très axé grammaire. Et Emmanuel m'a un peu fait sortir de ma zone de confort en me proposant des études plutôt portées sur l'Équateur et la sociolinguistique. Donc, avec elle, nous avons travaillé, par exemple, sur la façon dont le discours littéraire façonne l'imaginaire collectif en Équateur, ou la façon dont certains peuples de la côte réindigénisent leur discours, dans le but d'avoir une meilleure visibilité auprès de l'État et des instances internationales, et de faire respecter leurs droits. Voilà. Vous souvenez-vous des plus grandes difficultés rencontrées durant le travail de thèse? Quelles ont-elles été? Dans mon cas particulier, parce que j'étais étranger en France, je pense que c'était surtout le fait qu'il fallait que j'ai un contrat de travail pour pouvoir avoir mon visa étudiant, et d'autre part, pouvoir payer ma vie quotidienne. Donc, oui, je pense que ça, c'était, disons, la difficulté peut-être la plus importante. Après, moi, j'ai eu la chance, fort heureusement, d'avoir plusieurs contrats, notamment en inter, comme lecteur, ater et contractuel sur un poste de Prague. Ensuite, je pense que par rapport à la thèse, ce qui posait peut-être plus de difficultés, c'était la partie méthodologique de la deuxième partie, c'est-à-dire la partie empirique. Parce que j'avais travaillé sur, comme on dit, de l'humain, avec des étudiants, avec leur production. Donc, il fallait bien respecter un protocole, histoire de ne pas invalider ma recherche. Donc, voilà, je pense que c'était en gros les deux difficultés que j'ai eues pendant la rédaction de la thèse. Et comment les avez-vous surmontées? Comme je disais, donc, par rapport au contrat, j'ai eu la chance d'avoir des contrats pendant la rédaction de ma thèse. Et par rapport à la partie méthodologique, je me suis fait d'abord guider par mes directeurs de thèse qui ont su m'expliquer la procédure à suivre pour justement recueillir les données, les traiter par la suite. Qui étaient les professeurs qui composaient votre jury de soutenance? Alors, en dehors donc, de mes directeurs de thèse, il y avait monsieur Jean-Claude Anscombre du CNRS, et il y avait aussi monsieur José Vicente Lozano de l'Université de Rouen. D'une manière générale, quel souvenir gardez-vous du jour de la soutenance?
J'ai l'impression que ça s'est passé tellement vite, hein. En fait, voilà, comme il faut, bah, moi j'habitais enfin, seul en France, donc je ne pouvais pas m'appuyer sur de la famille, sur des amis, oui, mais pas forcément sur mes parents, par exemple, ou mes frères, ma sœur, hein. Donc, il fallait tout gérer, la partie logistique, la partie plus intellectuelle aussi de la soutenance, hein. Je me rappelle que donc, je suis arrivé à Nanterre. La première chose que j'ai faite, c'est passer à l'endroit où le pro après-thèse allait avoir lieu pour mettre au frais les affaires. Après, je suis monté et une fois arrivé à la salle, je me rends compte que c'était pas du tout organisé. Les chaises étaient les unes sur les autres. Enfin, c'était pas vraiment rangé du tout. Donc, je me suis mis à ranger. Euh, Après, les membres du jury sont arrivés progressivement, ainsi que des collègues et des amis. Euh, Moi, j'ai fait mon discours. Alors, je me rappelle que oui, enfin, euh, il y a un côté frustrant de la soutenance. C'est-à-dire que nous, on a le droit de parler environ 20 minutes, ce qui est conseillé en tout cas. Et ça ne correspond pas du tout à la thèse en elle-même. On a envie de dire beaucoup plus de choses. Donc, bon. Euh, alors, après, les membres du jury ont fait leurs remarques. Ils ont posé beaucoup de questions. Alors, heureusement, j'avais été briefé par rapport à ça. Et c'est un conseil aussi pour les doctorants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre à toutes les questions. Il faut vraiment cibler les questions les plus importantes et répondre ces questions seulement, quoi. Euh, donc voilà, moi j'ai répondu aux questions qui m'avaient été posées. Et ensuite, il y a eu le verdict. Et finalement, on est passé au pot. Voilà, pour moi, c'était très rapide. Dans quelle mesure l'enseignant et le chercheur que vous êtes aujourd'hui doit quelque chose à la thèse, et ce quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Une méthode de travail, un type de réflexion, des sources? En fait, je pense que principalement, ça m'a permis de découvrir ce qui étaient mes centres d'intérêt. Donc, moi, je conçois la linguistique, enfin, mes recherches en général, ce que je fais, c'est faire interagir la linguistique formelle et la linguistique appliquée. Donc, pas rester trop dans le théorique et pas trop non plus dans la pratique. Euh, donc, voilà, je pense que c'est ça qui a marqué le chercheur que je suis, l'enseignant-chercheur que je suis maintenant. Ce qui fait que, par exemple, maintenant, je m'intéresse à la grammaire, son enseignement, à l'analyse du discours, notamment le discours spécialisé et son enseignement dans les filières LSER, LEA et LANSAD. Après, je me suis aussi intéressé à des questions plus sociolinguistiques, euh, comme par exemple les politiques culturelles et linguistiques en Équateur. Et je me suis aussi intéressé aux pratiques pédagogiques innovantes pour promouvoir un processus naturel qui est l'acquisition d'une langue, dans mon cas l'espagnol. Avez-vous relu votre thèse depuis le jour de la soutenance? Oui, plusieurs fois. Alors, peut-être pas d'un trait, mais des morceaux par-ci et par-là viennent assez souvent, que les étudiants posent. Donc, oui, je relis souvent la thèse, effectivement, notamment pour la préparation des cours. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à de jeunes doctorants? Alors, je pense que
comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est le financement. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de vivre et de mener à terme le projet de recherche. Ça, d'une part. D'autre part, je pense que c'est important de se faire entourer par d'autres doctorants ou des personnes qui ont déjà fait un doctorat. Parce que c'est assez éprouvant le fait de rédiger une thèse. Donc, comme je dis souvent, il y a des hauts et des bas. Et donc, je pense que les personnes à même de comprendre votre situation sont ceux qui ont déjà rédigé une thèse ou qui sont en train de rédiger une thèse. Donc, voilà un deuxième conseil. Un troisième conseil, je dirais, ne pas jeter l'éponge, parce que c'est plutôt c'est pas une question de rapidité, la thèse, c'est plutôt une question d'endurance. Donc, il faut savoir continuer dans le temps et pas lâcher, comme on dit, pas lâcher l'affaire. Quand vous expliquiez le sujet de votre thèse et le matériau de votre recherche, qui est quand même assez pointu, à votre entourage ou à des personnes qui justement ne faisaient pas ce travail de recherche, quels étaient les regards? Étiez-vous compris? Non. Non, parce qu'en fait, déjà la linguistique, enfin déjà, par exemple, quand j'en parlais à ma famille, ils ne comprenaient pas. Pourquoi faire une thèse en linguistique? Déjà, pourquoi faire une thèse? Euh, Pourquoi en linguistique? Et je me rappelle que souvent, la question, c'était, oui, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert la linguistique? À quoi ça sert de faire une thèse? Et quand j'osais, si je peux le dire ainsi, parler de la thèse, c'était souvent, je me rappelle qu'au début, j'avais vraiment du mal à utiliser des mots simples et j'ai appris donc à utiliser des mots, disons, moins techniques pour expliquer mon sujet de thèse. Euh, donc, pour répondre à la question, j'étais pas souvent, enfin, quand j'en parlais, on me comprenait pas trop, on savait pas trop pourquoi j'avais décidé de faire un truc pareil et, euh, et dans quel but. Et justement, aujourd'hui, avec le temps, qu'est-ce que vous leur répondriez? Qu'est-ce que vous pourriez avancer comme argument pour dire faire une thèse a un intérêt? Dans mon cas précis, je pense que ça m'a permis, moi, de proposer des solutions ou peut-être des débuts de solutions en tout cas, euh, pour justement ces problèmes d'acquisition qu'ont les étudiants français. Euh, il faut savoir que le processus d'acquisition d'une langue est progressif, hein. Donc, ça se passe par étapes. Euh, je pense que l'intérêt d'une thèse comme la mienne est de justement pouvoir décomposer ce processus et de cibler certaines notions de telle sorte que l'on ne propose pas tout d'un coup à l'étudiant, l'apprenant qu'on a devant nous, mais plutôt d'établir un espèce de parcours de formation qui respecte ou qui respecterait un processus d'acquisition naturelle de la langue. Pouvez-vous nous lire la première phrase de votre thèse? Oui, alors, juste une ligne ou juste la première phrase? Comme vous voulez. Alors, il est commun de croire que le fait que le français et l'espagnol soient des langues romanes facilite la tâche du francophone dans son acquisition-apprentissage de l'espagnol comme langue étrangère. Les deux
langues partagent de ressemblances, notamment en ce qui concerne l'organisation du système verbal. D'une part, les deux systèmes possèdent les mêmes temps verbaux ou tiroirs verbaux. D'autre part, ces tiroirs verbaux ont globalement des valeurs semblables. En général, la production des apprenants présente un emploi juste de ces formes lorsque ces valeurs coïncident dans les deux langues. Cependant, l'étudiant produit parfois des énoncés où l'emploi de ces tiroirs, s'il n'est pas forcément erroné, ne semble pas adéquat ou du moins est perçu comme bizarre. Aussi, nous sommes nous intéresser à ces erreurs produites par les apprenants et en avons nous fait le point de départ du présent travail. Si vous deviez modifier quelque chose de votre thèse, si vous pouviez réécrire, par exemple, un passage, le feriez-vous? Alors, réécrire, peut-être ajouter des choses plutôt, parce que forcément la science avance. Donc, j'aurais plutôt tendance à rajouter des choses, pas forcément changer, enfin corriger des coquilles parce qu'il doit y en avoir, mais je pense que je rajouterais plutôt des choses. Alors ça par rapport au contenu. Après, par rapport à la méthodologie, je pense que j'essaierai, moi, pour la thèse, notamment pour la partie empirique, j'ai tout fait manuellement. Donc, recueillir les données, les traiter. Et maintenant, il y a des programmes qui font ça avec un public, disons, beaucoup plus grand que le public que j'avais ciblé moi, les étudiants que j'avais sélectionnés. Et, et donc, oui, je pense que par rapport à la partie méthodologique, euh, j'aurais plutôt tendance à utiliser des programmes. Alors, pour l'instant, je maîtrise pas encore ces programmes, mais je pense que, enfin, c'est un cours. Je commence à apprendre à les utiliser et ça, parce que ça facilite énormément le travail d'un chercheur en linguistique. Oui. Et quels sont vos prochains projets de recherche dans l'immédiat, en lien avec la thèse? Un lien avec la thèse. Alors, je travaille sur un projet de recherche qui s'appelle CLAPI LA. Le but est de créer un site web qui sera hébergé par l'ENS de Lyon, où on proposera des extraits de conversations non pédagogisées, c'est-à-dire des conversations réelles, des échanges conversationnels réels, et on va les décortiquer. On va comprendre donc quel est le vocabulaire utilisé dans ce contexte-là, quelles sont les constructions grammaticales utilisées dans ce contexte particulier. Et on va aussi analyser les effets au niveau du sens qui produisent ces structures mobilisées par les locuteurs. Merci beaucoup, David Macías, pour votre patience et votre disponibilité. Et bonne chance donc pour ce futur projet. Merci à vous.